je vous propose de faire d'abord un petit point sur macro, sur les perspectives de l'économie mondiale. Donc, les nuages commencent à se dissiper. L'économie mondiale amorce la dernière phase de sa descente, donc avec des prévisions de croissance du PIB donc, qui sont plutôt stables. Donc, 3,1% on a eu en 2023. Le FMI prévoit 3,1% également en 2024 et un petit peu plus en 2025, 3,2%. Alors, par contre, il y a des disparités effectivement par région. On voit qu'effectivement, aux États-Unis, les prévisions de croissance seront à la baisse par rapport à l'année dernière en 2024, avec 2,1% seulement et 1,7% en 2025. À l'inverse, la zone euro, effectivement, qui était plutôt en repli ces 3 dernières années avec après la crise du Covid, sont en hausse. Donc 0,5% on a eu en 2023, le FMI prévoit 0,9% seulement en 2024 et 1,7% en 2025. Je vous ai mis en dessous les prévisions de croissance pour l'Allemagne, la France, l'Allemagne qui était en récession en 2023 devrait passer à 0,5% en 2024 et un peu plus, heureusement, en 2025, 1,6%. Pareil pour les autres pays des top 5 de l'Europe, où les prévisions de croissance s'amélioreront cette année et l'année prochaine, avec bien évidemment une activité économique qui devrait reprendre, et puis une inflation qui devrait continuer à ralentir. D'ailleurs, je vous ai mis l'évolution de l'inflation en Europe. Donc, le taux d'inflation en février 2024 était de 2,6% sur la zone euro. Je vous rappelle qu'un an auparavant, il était de 8,5%. Donc, on voit bien que l'inflation, vous le voyez sur le schéma en bas à droite, on est bien en baisse et que ça devrait se poursuivre, même si effectivement, pour l'instant, on ne devrait pas avoir une baisse des prix. Je vous l'ai mis ici sur l'explosion de l'inflation en France, donc sur 2 ans. On voit que depuis début 2022, l'inflation s'est vraiment envolée. Les prix ont augmenté de plus de 10% en moyenne. L'énergie bat tous les records avec 30% sur 2 ans d'augmentation. Donc, c'est les carburants, bien sûr, mais l'électricité et le gaz surtout. L'alimentation arrive en deuxième position à 19,4% en moyenne sur 2 ans, avec certains produits qui ont vu des prix augmenter de plus du double. On a après donc le tabac 8,1%, les services qui représentent quand même, qui sont en général, qui ont toujours eu qui étaient plutôt à la baisse enfin qui permettaient d'avoir une inflation plutôt en baisse, là sont passés en positif, donc à 6,1% sur 2 ans. Donc effectivement des consommateurs qui sont vraiment touchés sur tous les secteurs. Alors après, le moral des ménages est plutôt bon depuis le dernier trimestre 2023 et le début d'année 2024, ce qui peut permettre effectivement que ils envisagent des gros achats et donc peut-être des voitures électriques. Si on regarde donc le marché mondial, donc sur les 2 mois 2024, on est à 12,8 millions de véhicules légers immatriculés. Donc, vous avez les variations en blanche qui représentent les variations par rapport à 2023 et en noir par rapport à 2019, donc d'avant Covid. Donc, on est en hausse au niveau monde de 7,4% par rapport à 2023, mais toujours en repli de 3,2% par rapport à 2019. On a quand même de plus en plus de pays ou régions qui ont rattrapé leur volume de 2019. On avait avant toujours la Turquie, la Chine et l'Inde, et maintenant on a vraiment le Moyen-Orient en plus, l'ASEAN qui était en repli et qui a réussi, donc qui est en hausse de 12,2% par rapport à l'année dernière et même en 11,7% par rapport à 2019. L'Australie également qui a récupéré son niveau d'avant Covid.
Les États-Unis, eux, toujours en hausse de 6,1% par rapport à l'année dernière, ne sont plus qu'à 3% de leur niveau d'avant Covid, donc c'est pas trop mal. En Amérique du Nord, on a le Canada et le Mexique qui ont retrouvé leur niveau d'avant 2019. Donc, bien évidemment, l'Europe, avec ses 2,3 millions, est en hausse par rapport à 2023 de 11,4%, donc sur les 2 mois, mais toujours en repli de 14% par rapport à 2019. Et on a maintenant, vous voyez, la Corée du Sud et le Japon, eux, qui sont en baisse par rapport à 2023. Et donc, si on regarde donc, les volumes perdus par rapport les 2 mois 2024 par rapport aux 2 mois 2019, donc on a toujours notre grosse boule de l'Europe qui sur 2 mois, arrive à perdre 377 000 véhicules par rapport à 2019. Mais on a maintenant aussi donc, le Japon qui représente quand même 204 000 véhicules en moins par rapport à l'avant-Covid. Et on a quand même de plus en plus de véhicules supplémentaires, donc, avec la Turquie, l'Inde et la Chine qui réalisent de bonnes performances. Donc, je vais vous faire un point donc, sur les différents pays et zones. Donc, tout d'abord en Chine, donc sur les 2 mois 2024, on a pas mal de changements par rapport à la fin d'année 2023, où on avait donc un groupe Volkswagen qui était plutôt à la baisse et qui était à 2 doigts de perdre la première marche du podium avec BYD. Et en fait, depuis le début de l'année, donc Volkswagen est en hausse donc de 10,7%. Donc reste bien leader avec 12% de part de marché. Et à l'inverse, BYD, qui était le premier constructeur chinois et qui devait prendre la place de Volkswagen, est en repli sur les 2 premiers mois 2024 et donc à moins 5,6% et donc a perdu 2% de part de marché. Ce qui n'empêche pas les marques chinoises, effectivement, de gagner en part de marché. Je vous rappelle qu'en 2019, elle représentait 33% des ventes en Chine et qu'en 2024, on est presque 60% de ventes de marques chinoises sur son marché national. Concernant les autres groupes, on a Toyota qui est à moins 27%. Donc Toyota qui résiste bien sur les autres marchés, mais qui en Chine est toujours en repli. Tesla est même en baisse de moins 6,2% sur le marché chinois. Donc c'est un peu une première, même s'il représente quand même 4% de part de marché. On a Hyundai et Kia du coup, qui continuent de progresser avec 16,1%. Et sinon, toutes les marques chinoises, elles, réalisent un bon début d'année. Alors, le marché chinois a été un peu spécial cette année parce qu'on a eu un nouvel an lunaire qui est tombé en février. Donc, en général, le mois de janvier est très, très fort. Du coup, le mois précédent, le nouvel an, est très, très fort. Donc là, c'était le mois de janvier qui a été très bon et le mois de février qui était en négatif. Donc, on arrive quand même à avoir un marché en hausse de 10% sur les 2 mois. Mais du coup, on récupérera après en mars les ventes normales. Et si on regarde donc les ventes par énergie, donc l'électrique continue de progresser, donc avec plus de 10%. On arrive à 686 000 immatriculations sur les 2 premiers mois en Chine. Et donc, on a quand même le plug-in hybride, le PHEV, donc du coup, qui progresse très bien en Chine sur les 2 premiers mois, plus 72%. Donc, on est en part de marché en plug-in hybride à 13,5% et l'électrique qui stagne un peu. C'est pour ça qu'on a pas mal de marques comme BYD et Tesla qui vont faire des grosses remises pour pouvoir essayer de booster le marché chinois, le marché électrique en Chine. À droite, vous avez les variations par rapport de 2024 par rapport à 2019. Donc, on voit très clairement que les marques étrangères sont plutôt à la baisse, hormis Tesla, donc qui 2019, effectivement, n'existait pas, et BMW, donc qui est à plus 27%. Et sinon, ce sont les marques chinoises, elles, qui progressent très bien. Geely plus 36, BYD qui est passé de
presque inexistante en 2019 à des ventes records Mais en 2024. qu'est-ce qui fait la baisse, là, par exemple, Volkswagen, t'as moins 30, c'est moins 30% de quoi? Des ventes Ah, par rapport à 19? par rapport à Ah oui, 2019, oui, d'accord. Ok. avant Covid. C'était avant, oui, ok. Je vous ai mis le marché indien, lui, un marché quand même qui est bien boosté depuis 3-4 ans, donc qui a plus de 10% et qui est à 875 000 sur les 2 mois 2024. Donc, les marques qui en profitent, c'est toujours les mêmes. On a Maruti Suzuki qui représente 43% de part de marché. Et puis, les marques indiennes, Tata et Mahindra qui résistent bien également. À l'inverse, les marques étrangères, elles, sont en baisse. Enfin, marques étrangères plutôt européennes, je vais dire. Et sinon, on a Hyundai qui est stable à peu près. Et si on regarde au niveau par rapport à 2019, Hyundai est à plus 70% par rapport à 2024. Aux États-Unis, on a General Motors qui est toujours leader sur le marché, mais il est en baisse, donc de moins 2,1%. Donc, il ne fait plus que 15% de part de marché. Et on voit très bien que par rapport au groupe Toyota, lui, qui est en hausse de 20%, risque de se faire prendre la place de numéro 1 dans les mois qui suivent, puisque par rapport à 2019, on voit que Toyota, lui, est en hausse de 6,4%, alors que General Motors est en baisse de 16%. Donc, un marché national qui va se faire prendre par un groupe asiatique. Ford est en hausse aux États-Unis. Je pense que c'est le seul pays où il est en hausse, parce que vous verrez que sur l'ensemble des autres régions, il est en baisse. Hyundai, lui, est en baisse de moins 1,3%. Après, il avait fait des très, très bonnes années précédentes. On voit que par rapport à 2019, c'est une des marques qui fonctionne le mieux. Il est en hausse de 33,5%. Stellantis, donc Chrysler, qui est toujours en baisse, donc moins 10% par rapport à l'année dernière et même moins 30% par rapport à 2019. Et représente plus que 9% de part de marché. Hyundai confirme le fait de prendre la place de Stellantis sur le marché américain. À l'inverse, on a des groupes japonais qui n'étaient pas forcément très bien ces dernières années et qui font un bon début d'année. On a plus 21 pour Honda, plus 13 pour Nissan, même Subaru et Mazda qui sont en hausse. Voilà. Et Tesla réalise des belles performances sur le marché américain, représente maintenant 5% de part de marché. Je vous ai mis le Brésil, où effectivement, là, on voit que Stellantis réalise un très bon début d'année. Et c'était la même chose déjà dans les années précédentes, en 2023 et en 2022. Et il confirme être leader sur le marché brésilien, présente 31% de part de marché. Volkswagen est un peu mieux, puisqu'en 2010, si on regarde par rapport à 2019, il était bien en baisse. Et sinon, on a Hyundai qui réalise toujours une bonne performance. Si on regarde plus dans le détail au niveau du marché européen, donc sur les 2 mois, dans l'ensemble, tous les pays sont plutôt à la hausse. On a effectivement plutôt dans l'Europe de l'Est quelques pays comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Roumanie qui sont en baisse, effectivement, qui ont un peu de mal au démarrage. Mais sinon, sur le top 5 des pays européens, on réalise un bon début d'année, même si par rapport à 2019, on reste toujours en repli, donc moins 19% pour l'Allemagne par rapport à 2019, moins 16% pour l'Italie, moins 19% pour la France. Donc, à la rigueur, c'est le Royaume-Uni qui s'en sort pas, qui a retrouvé un peu son niveau d'avant Covid. Donc, à voir dans les mois prochains. Et alors, qui profite de cette embellie du marché, on a toujours donc Volkswagen, plus 9%. Stellantis, heureusement, s'est réveillé un petit peu en début d'année, avec plus 14%.
Parce que si on regarde par rapport à 2019, donc sur le graphique de droite, on est à moins 34% par rapport à 2019. Donc, on voit qu'effectivement, Volkswagen creuse un peu l'écart entre le deuxième, avec entre 26% de part de marché pour Volkswagen et seulement 19% pour Stellantis. Du côté de Renault, les résultats ne sont pas forcément si bons que ça. Pour un marché qui est en hausse de plus 11%, Renault est seulement progresse de plus 1,8%. Hyundai et Toyota, donc qui sont les groupes qui fonctionnent bien par rapport depuis les dernières années. Donc Hyundai qui est en hausse de plus 5% par rapport à 2019, Toyota plus 35% par rapport à 2019. On voit que eux grignotent les parts de marché et se portent plutôt bien. Ford, lui, continue sa baisse. Et on voit que du côté des constructeurs japonais autres que Toyota, c'est pas forcément des très bons résultats, même si depuis le début de l'année, c'est pas trop mal. On remarque que Tesla représente maintenant 2% de part de marché. On verra qu'effectivement, sur les 5 principaux marchés, il réalise des bonnes performances, hormis en Allemagne, où il est en baisse de moins 23% sur les 2 premiers mois 2024 par rapport à 2023. À la place, on a Volkswagen donc, qui continue sa progression avec 40% de part de marché en Allemagne. Et Stellantis, enfin, qui réalise des résultats positifs en début d'année. Du côté du marché français, on verra plutôt plus en détail juste après. Donc, on a Stellantis qui est à plus 18,5%, Renault plus 3%. À l'inverse, Volkswagen est en baisse de moins 6,8%. Toyota qui réalise une bonne performance sur le marché français, ainsi que donc Tesla qui est en hausse de plus 54,5%. Je vous laisserai regarder dans le détail, parce que je ne vais pas vous attaquer un peu avec les résultats par pays, là, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, vous le regarderez par détail. Je voulais juste effectivement remarquer effectivement Tesla est en hausse de plus 66% au Royaume-Uni et de plus 37% en Italie. On a aussi SAIX et MG qui réalisent aussi sur ces deux marchés-là des bonnes performances, plus 20% au Royaume-Uni et plus 146% en Italie. Donc, on voit effectivement que les constructeurs chinois arrivent et commencent à faire quand même pas mal de parts de marché. Et donc, sur ces marchés, à l'inverse, Volkswagen est en baisse. Et sur le marché italien, Stellantis avec sa marque Fiat qui réalise de très bonnes performances. Je vous ai mis également le marché espagnol que vous pourrez regarder dans le détail. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions, des remarques ou autre. Pas allumer la lumière ici. Ça va, vous voyez. On voit qu'il y a quand même deux grands vainqueurs dans deux catégories, je ne sais pas tout à fait les mêmes, c'est le groupe BMW, qui marche très fort Oui. dans tous les pays. Et puis, alors après, c'est plus disparate. C'est vrai que Stellantis revient un peu dans la course. Ils se remettent à faire des volumes. Parce que, comme on l'avait dit, à un moment, on doit faire de la marge, mais à un moment, comme Stellantis, on est obligé de faire du volume. Et puis, il y a le groupe Toyota aussi, qui fonctionne très bien. Mais BMW, effectivement, réalise de bonnes performances. Très, très, très bien. Et Ford, qui en revanche nous perd partout. Et qui se recrute de plus en plus aux États-Unis. Même aux États-Unis, ils sont numéro 3, je crois, c'est ça, derrière Toyota et GM. Donc, en Europe, effectivement, ils ont bien baissé leur gamme. Donc, sur l'électrique, ils ne sont pas très en avance. Hyundai qui marque le pas. Et Volvo qui réalise quand même de bonnes performances. Je vous rappelle que Volvo a décidé quand même de passer sa gamme complètement électrique à partir de 2026 et du coup réalise quand même de bonnes performances sur le marché européen.
Hyundai qui marque le pas, qui ne perd pas trop de part de marché, mais qui ne progresse plus comme il a progressé dans le passé. Oui, parce qu'il a eu déjà des bons résultats. Ouais. Comment explique le fait que Tesla sur le marché allemand Soit en baisse. Parce qu'il y a plus de incentives, il n'y a plus de prix. Oui, Ils ont en fait, supprimé les prix. ils ont supprimé les prix en fin d'année en Allemagne. Donc, du coup, je pense que ils avaient aussi qui arrivent en Allemagne. Parce que l'électrique en Allemagne, il fait moins 15% de l'année, donc eux, ils font moins 20. Ouais. Je vous ferai un point sur le véhicule électrique juste après. Pour l'instant, je vous fais un zoom sur le marché français, donc, qui est en hausse sur les 2 premiers mois 2024. C'est le 8e mois consécutif à la hausse. Donc, vous avez en jaune l'année 2024. Donc, on voit par rapport effectivement aux années précédentes qu'il est au-dessus, mais il reste quand même bien en repli, donc moins 19% par rapport à 2019. Donc, on est encore loin quand même de retrouver le niveau. Ce ne sera pas pour cette année, même si effectivement, si on regarde le baromètre des commandes, il est plutôt très bon pour les 2 premiers mois, janvier-février de cette année. Donc, pareil, c'est la courbe jaune. Mais cette courbe est un peu influencée par le leasing social qui a été mis en place et qui a pris fin le 15 février. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de commandes. Il y a eu 80 000 dossiers, alors sachant que je pense qu'il y aura peut-être que 50 000 dossiers qui seront validés. Ça a influencé effectivement sur les commandes et on verra à partir du mois de mars. Je ne sais pas si, Pierre-Louis, tu as des prévisions un peu pour le mois de mars ou est-ce que ça va continuer à baisser ou, Alors, ah, déjà sur les leasing social, bon, il y a peut-être eu 80 000 dossiers. Bon, dans les commandes, il y a que ce qui est, il y a déjà, c'est déjà épuré. Il y en a moins, mais bon, il y a un volume substantiel de commandes liées au leasing social qui, bon, qu'on verra pas au mois de mars. Donc, le mois de mars va dire un peu sera plus proche d'un marché réel. Après, bon, mois de mars, ça peut continuer sur une tendance qui sera, je dirais pas mauvaise, mais il y a 2 jours de moins, je crois, 2 JO de moins, ça va quand même peser un petit peu, même si bon, bah, c'est moins sensible au nombre de jours ouvrables. Mais bon, globalement, je pense que ça peut se tenir à peu près encore pour le mois de mars. Il y a quand même d'accord. pas mal d'informations, il y a plus je dirais, de politique de promotion commerciale que dans le passé. Ouais, bah, je crois qu'il y avait toutes les portes ouvertes au mois de Bah, il y a mars pour toujours le des coup portes niveau. ouvertes, mais elles ne sont pas accompagnées avec la même puissance selon les années. Ça faisait un petit moment que les politiques commerciales étaient moins incitatives que maintenant, c'est redevenu un peu plus comparable au passé. Ok, Donc, je pense qu'on va retrouver quand même un niveau proche de l'an dernier. Ce ne sera pas la hausse de janvier, ça sera plus proche de la hausse de février, d'accord. Mais j'espère. parce que si c'est proche de l'année dernière, c'est-à-dire un niveau plutôt bas, quoi. Parce que l'année dernière, on Oui, était. ça reste, si tu compares par rapport au passé, les flux de commandes depuis 6 mois, c'est quand même assez bas. C'est quand même pas, Mhm. c'est pas les périodes de haute conjoncture, hein. C'est toujours ça qui est un peu paradoxal parce qu'on a des chiffres d'IMAT où on a +10 et cetera. On a des commandes qui sont également, dynamiques et puis, on n'est pas, follement enthousiaste quand même. C'est ça qui est un peu paradoxal. Ok. Merci Pierre-Louis. Je pense qu'on ne reviendra pas au niveau. Voilà. Je sais pas, on verra. Parce qu'aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on va revenir. Mais je suis seul en France, donc je dois avoir tort. Sinon, il faut que j'ouvre un cabinet Parce que, de prévoyance. en fait, on n'est pas très loin. Attendez,
On est sur un niveau. Imaginez que ça prenne du temps, et de l'argent. Bah oui, parce que Et les États-Unis non plus. bah, ils sont pas loin, effectivement. Bah, moi, je suis pas trop pessimiste parce que pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'aujourd'hui, et c'est un point qui, à mon avis, va ressortir très fortement, tout doucement, c'est que je pense que l'automobile, faut les mettre comme les œufs, le lait, la farine dans les produits de première nécessité. Parce que dans nos modes de vie, on ne peut plus se passer de la voiture. 88% de la population, si on enlève les enfants, ceux qui habitent dans les centres-villes, ou les personnes qui sont très âgées. Mais même les personnes âgées, en fait, quand on regarde les enquêtes d'utilisation des voitures, elles roulent 30, 40, 50% de plus que les mêmes personnes il y a 10 ou 15 ans au même âge. Ouais. Les gens sont beaucoup plus mobiles. Après, nous, quand on a fait notre étude là, sur le parc, quand on a donné les résultats il n'y a pas très longtemps, on voit qu'on a quand même un parc qui vieillit sensiblement, puisqu'on est à 11,5 ans. Si on va sur un marché qui est comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'1,8 million, il reste entre 1,8 million et 1,9 million, on va vers un parc qui, à horizon 2030, aura à peu près, il va tangenter avec les 13 ans, l'âge moyen. Et là, la grande question, c'est, alors, indépendamment de l'aspect social, j'ai vu un article du Monde, il n'y a pas très longtemps, je crois, du Figaro, qui m'a fait rire, c'est pour ça que je l'ai lu, parce que le titre m'a attiré sur la souffrance des personnes qui ont des vieilles voitures en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils roulent dans la rue, ils ont l'air d'être complètement déclassés, ils affichent leur déclassement social, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas un élément que moi, je prendrais beaucoup en considération, parce qu'on fait avec les moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut, mais c'était assez drôle. C'est étonnant de voir que, pour beaucoup de personnes, finalement, le fait de rouler avec des véhicules qui sont vieux, parce que quand on a un âge moyen à 12-13 ans, c'est-à-dire qu'on a, alors j'ai plus les chiffres en tête parce qu'on m'a mis des milliers de chiffres, mais on a 20 ou 30% du parc à plus de 20 ans. Mais indépendamment de ça, ce qui nous a attiré, c'est, enfin, la conclusion de notre étude, c'est le fait que quand vous avez un parc qui vieillit beaucoup, indépendamment de l'aspect que je viens de citer, qui est purement psychologique, il y a un aspect qui n'est pas psychologique du tout et qui est très présent, c'est le coût de maintien en marche de la voiture. Alors ça passe par évidemment l'entretien, la réparation qui est sanctionnée par le contrôle technique. Mais le contrôle technique, il ne sanctionne pas tout, il sanctionne les organes principaux, mais après, il y a toute une série d'organes qui font que, je ne sais pas, un embrayage qui ne fonctionne pas, le contrôle technique, vous êtes obligé de le réparer, contrôle technique ou pas, parce que la voiture ne va plus fonctionner. Mais il y a toute une série aujourd'hui d'éléments dans la voiture, plus ou moins de sécurité, plus ou moins de confort, qui nécessitent un entretien. Et quand la voiture est trop âgée, ben finalement, on s'aperçoit qu'il y a un coût d'entretien qui devient très élevé. Parce que, en gros, tous les organes qui sont les plus chers à remplacer, les plus complexes, ils commencent à tomber en panne à partir de 150, 200 000 km. Là, donc, on est dans une phase où finalement, vu les coûts de la main-d'œuvre qui ont explosé en France ces dernières années, le coût des pièces est variable, parce que le coût des pièces de très grande diffusion, j'aurais envie de dire qu'il a plutôt tendance à stagner, ou en tous les cas, il y a des moyens d'acheter des pièces d'équipementiers un peu moins chers via Internet, etc. Mais les pièces qui sont les plus chères et qui sont celles qu'on change entre 150 et 250 000, c'est là le prix a plutôt augmenté, parce qu'elles ont un contenu technologique, un contenu matière qui est plutôt élevé, et elles augmentent beaucoup plus que l'inflation. Donc, vous finissez, quand vous avez une voiture, quand vous avez un parc qui est trop âgé, par avoir des coûts d'entretien qui deviennent vraiment compliqués. Donc, au bout d'un certain temps, et le certain temps, il est variable en fonction de chaque foyer, de chaque appétence à acheter une voiture neuve, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on vit également dans un environnement où vous êtes quand même saturé de publicité, d'informations, et on est conditionné par ça. Hein. On a tous envie d'avoir une voiture qui est plutôt récente, etc. Et donc, quand les deux se rejoignent, un peu le côté psychologique de l'affaire, où je veux vraiment qu'une voiture qui est vraiment trop ancienne, mais finalement, aujourd'hui, ça finit par un peu mériter. Et l'aspect tout simplement financier d'avoir une voiture qui devient très chère à entretenir, avec en plus une perspective de retrouver une voiture correctement réparée qui fonctionne comme avant, et quand même un point d'interrogation. Parce que sur certains organes, la réparation, c'est comme en médecine, elle n'est pas sûre. Vous n'êtes pas sûr que c'est complètement, c'est quelque chose qui va être pérenne dans le temps parce que c'est assez compliqué. Et bien finalement, moi je dis qu'il y a vraiment une injonction et il y a une poussée pour quand même, au bout d'un moment, changer de voiture. Alors, soit se rapprocher d'un véhicule d'occasion qui coûte moins cher, mais si vous achetez un véhicule d'occasion qui coûte moins cher, il faut que celui qui a un véhicule d'occasion qui coûte moins cher achète une voiture neuve. Et il y a un moment, il faut bien que le parc se renouvelle. Et donc, nous, on a fait des hypothèses où le parc revenait, enfin, les ventes revenaient à un niveau
En gros, aujourd'hui, tout le monde pense qu'on va rester à un 8. Mais pour moi, un 8, c'est complètement. Sauf à penser vraiment qu'on se passe de la voiture. Toutes les enquêtes disent l'inverse, hein. On roule de plus en plus. Les ménages sont de plus en plus équipés de voitures. Et on fait de plus en plus de kilomètres au global. Donc, ça veut dire qu'on aurait vraiment un parc qui vieillit beaucoup, parce qu'on va vers un parc qui sera 45 millions de véhicules légers en 2030. 40, combien 39 et quelques de véhicules particuliers, vous voyez. Et donc, moi, je pense que la réponse va plutôt être, et d'ailleurs, je pense que cette réflexion, je ne suis pas le seul à la faire aujourd'hui, parce que quand je regarde les déclarations, notamment de Stellantis, qui se remet à étudier des voitures thermiques pas chères du segment A, ils ont bien compris qu'au-delà du segment, peu importe le nom du segment, parce que moi, je pense que le concept même de segment, aujourd'hui, il n'est plus du tout prégnant. Mais le prix de la voiture, il est toujours prégnant. Et le fait d'avoir un marché qui n'offre plus de véhicules à moins de 25 000 euros, ça, c'est un vrai problème. Et je pense que si demain, on a des constructeurs, et notamment évidemment les Chinois, qui mettent de l'hybride léger, du petit thermique, qui ne va pas disparaître tout de suite, ou même de l'électrique, mais pas moins cher, ce qui apparemment peut être possible, on pourrait avoir un appel d'air terrible qu'on n'a pas forcément perçu aujourd'hui, parce qu'on projette des ventes avec un niveau de prix qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais si demain, il y a un ou des acteurs qui peuvent revenir à des niveaux de prix qui sont ceux qu'on connaissait encore il y a 2-3 ans, parce que la voiture s'est pris un gros 30% d'augmentation, le même modèle, hein, en l'espace de 3-4 ans, je pense que même sans ça, il y aura une appétence pour avoir de la voiture neuve, y compris peut-être de la voiture un peu plus basse ou un peu moins, avec moins de contenu, peut-être un niveau de finition un peu plus bas, qui pose le prix. Mais si on met sur le marché, et je pense que c'est la réflexion aujourd'hui de tous les constructeurs, on remet des voitures un peu moins chères, on peut avoir un marché qui repart très fort. Parce qu'il y a un besoin derrière. Il y a un gros besoin. Et moi, ces éléments-là me Mais font peut-être dire, pas retrouver le niveau d'avant alors Covid. pas tout de suite, mais il suffit que l'offre soit un peu là, que tous ces éléments viennent ensemble, hein. Le coût de réparation, d'entretien qui reste très élevé. Les coûts de consommation du carburant, si vous en mettez le carburant qui a 10 ans, 15 ans, ils sont plus élevés, ça consomme plus. L'aspect image et puis l'aspect offre qui peut un peu aider le marché, on pourrait revenir à un marché en France qui serait, à mon avis, de 2 millions, 2 millions, même plus. Même plus. Moi, ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce qu'à partir du moment où on est un pays qui va vers les 70 millions d'habitants, alors ça aussi, ça dépend beaucoup de ça, hein. L'évolution du nombre de personnes qui vont être actifs, d'où on travaille, d'où on vit. Il y a énormément de variables qui vont jouer là-dessus. Mais moi, je ne vois pas de variable. Si on prend toutes les variables qui décident de l'achat d'une voiture et de son usage, je ne vois pas de révolution à moyen terme qui aille dans le sens de moins d'usage de la voiture. La structure des familles, etc., etc. Vous voyez ? C'est ce qu'on voudra nous faire adopter comme style de vie, hein. Et d'ailleurs, on voit bien que le marché automobile, là, depuis 2-3 ans, après le grand trou de 2020-2021, il fait du plus 10, plus 15, presque, j'ai envie de dire, mécaniquement, parce qu'on voit bien que nos pays, aujourd'hui en Europe, alors ça, c'est une variable qui est en plus d'autant plus intéressante qu'avec des économies qui ne croissent plus, voire qui sont en légère baisse, hein, malgré les déficits énormes qu'on a, on devrait s'attendre à un marché qui est plus bas, presque, j'ai envie de dire, qui ne redémarre pas. Mais on voit bien que dans le, comment dire, dans le package des ménages constitue j'ai 100 euros, comment je vais les dépenser, bah, on voit qu'ils mettent plus dans la voiture, forcément. Puisque si on a un marché à plus 10, quand on voit à plus 10, plus évolution du prix de la voiture, c'est-à-dire que le marché en valeur, il est peut-être à plus 20 par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années, dans une économie qui ne bouge pas. Ça veut donc bien dire que les ménages et même les entreprises, quand elles font leur calcul sur qu'est-ce que je fais de mon argent, je le dépense dans quoi, il y a une obligation ou une volonté, mettez un mélange dans tout, à mettre avec de l'argent dans la voiture. À un moment où, historiquement, on disait toujours, oh, quand les économies, quand les gens, quand les ménages sont inquiets, quand ils commencent à épargner, quand l'économie va mal, quand ils perçoivent des hausses d'impôts, ils n'achètent pas des voitures neuves. Et bien là, ce n'est pas vrai. Ça veut donc dire, ça alimente complètement ce que je dis depuis maintenant un certain temps, c'est qu'il y a une tendance mécanique à avoir un parc qui se maintienne à un certain niveau d'âge, de réparabilité, d'usage, etc. Donc, Il est vieillissant quand même. il est vieillissant, ah ben oui, il vieillit. Mais ceux qui te disent que le parc, c'est la tendance majoritaire aujourd'hui de dire qu'on est un 8, qui est un niveau très bas. Un 8 en France, c'est le niveau qu'on connaît quand on a des grosses crises, comme en 91, etc. Mais je pense que le 1,8 d'aujourd'hui, il est d'autant moins tenable qu'en 91, il y avait 10 millions d'habitants en moins en France. Vous voyez, un usage de voiture moindre. À partir du moment où vous avez, par exemple, chez les jeunes, un taux
comment dire, d'usage de logement, où ils partent plus tard des familles, ils ont plus de mal à trouver un logement pour toutes les raisons qu'on connaît. On a besoin d'une voiture. Hein. Si vous avez un logement, si vous allez prendre un logement centre-ville, etc., vous n'avez pas la voiture. Si vous êtes obligé de rester chez papa, maman qui habitent où ils habitent, parce que le logement, c'est compliqué, c'est cher, etc., il vous faut un moyen de transport. Vous ne pouvez pas prendre la voiture de votre mère ou de votre père en permanence quand on a 20, 22, 25 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tous ces éléments-là sociologiques, moi, me font dire qu'on va continuer. Je sais que Pierre, lui, il n'est pas forcément d'accord avec moi parce qu'il a sans doute raison, parce qu'il voit bien les commandes. Mais moi, je vois aussi qu'il y a toute une série aujourd'hui de constructeurs qui ont compris que en mettant de la voiture dans les concessions, les voitures elles partent. Alors, c'est une commande, mais c'est une commande de dernière minute, hein, parce que une commande plus ou moins réelle ou plus ou moins imposée de la part du concessionnaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un client final derrière. Mais il voit bien que la politique, et notamment Toyota est très très fort là-dedans, d'achalander complètement de toute sa gamme les concessions. Et c'est une technique qui, pour eux, est tout à fait intéressante en marge de la commande classique de la voiture. Disant, bah voilà, j'ai celle-là, si vous la voulez, elle est là. Bon, sinon, j'ai l'autre, vous la commandez, mais vous l'aurez dans 4 mois ou 6 mois. Et ça marche. Et c'est aussi ce que fait BMW. À un autre niveau, d'une manière un peu différente. Mais ce qui est étonnant pour un constructeur premium, mais finalement, c'est très, très payant. Il y a d'autres éléments qui expliquent qu'ils fonctionnent bien. C'est notamment l'appétence de la clientèle et donc les reprises de valeur, les prix des voitures qui leur permettent de faire des leasings très, très compétitifs. Très, très compétitifs. Je ne vais pas prendre d'exemple, mais c'est vrai que je suis client, tu as une voiture équivalente qui n'est pas du tout premium, mais une voiture BMW, tu as fait un leasing inférieur chez BMW. Donc pourquoi ne pas prendre une BMW? Parce qu'il y a des dépenses. Donc moi, je pense que le marché, il va continuer. Alors évidemment, après, il y a tout le contexte économique qui est le nôtre, qui est stressant, sur lequel on ne peut faire aucune prévision parce qu'on navigue à vue. Mais il n'empêche que ce contexte, il est déjà là aujourd'hui. Et on voit que le marché n'est pas stagnant, il est en croissance. Et je pense qu'il va continuer peut-être alors tout doucement, ou en tous les cas, je ne le vois pas redescendre parce que nous, j'arrête là-dessus, quand on a fait les PUCA, qu'on a réfléchi un peu à toute l'évolution qu'on peut entrevoir du parc pour les 5-6 prochaines années, si on a un niveau, comme je vous le disais, qui reste un 8, ça fait vraiment un parc qui commence à poser problème. Hein. Ça veut dire que ce que les ménages n'ont pas mis, et il y a un calcul à faire, si vous faites un calcul économique, acheter un véhicule neuf, peut-être même d'une marque chinoise, moins cher, ou avec un niveau de gamme un peu inférieur, etc., économiquement, je pense que c'est plus rentable que de faire tourner, si vous faites 15-20 000 km par an, un véhicule qui en a 150 et que vous allez faire tourner encore 5-6 ans. Hein. Ça demande plus de trésorerie et un calcul peut-être. Alors maintenant, d'ailleurs, la contrainte, elle est en partie levée, le système de la location. Voyez, mais c'est un calcul à faire. Et je pense que quand tous les ans, vous vous rendez compte que tous les 8 mois, il y a 1000 ou 1500 euros, parce que c'est très, très vite ça, hein, le tarif sur une voiture qu'il faut maintenir en l'état quand elle a 150, 200 000. Les organes commencent à être chers. Hein. C'est plus des vidanges, et c'est pas que des filtres et des vidanges, alors qu'une voiture neuve, jusqu'à 100 000 km, ne fait rien d'autre que du filtre et de la vidange, normalement, si elle est fiable. Et si elle n'est pas fiable, vous avez des constructeurs qui vous font 3, 4, 5 ans, 7 ans de garantie. Vous voyez? Donc, quand vous mettez tout ensemble, eh ben, c'est même un calcul économique qui tient la route. Hein. Okay. Bon, j'ai été trop long, j'ai l'habitude. On va pas me poser de questions. Je pourrais compléter juste oui, vas-y, Pierre. Sur ce que disait Franck. Alors moi, j'aurais deux choses à dire. Sur l'Italie ou l'Espagne, les parcs sont beaucoup plus âgés. Donc, ce que dit Franck, c'est ça va se produire, mais on ne sait pas si ce sera peut-être pas 2024-2025. Forcément, la force de rappel, plus le temps va passer, plus elle va être forte. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, bon, le marché est à un 8, mais ils dépensent globalement autant, voire plus, que quand le marché était à 2, voire 2,2. Ils mettent beaucoup plus d'argent dans la réparation, donc ils pourront plus le mettre dans la voiture neuve. Et quelque part, le modèle économique devient un petit peu un peu différent. Il est possible jusqu'à qu'on arrive à un peu à la limite du vieillissement du parc. Et si on regarde l'expérience italienne ou espagnole, bon, on peut se dire que on peut durer encore un peu plus longtemps, mais que la force de rappel finira par intervenir. Ça, je suis d'accord avec Franck là-dessus.
Ok. Et moi, je dis même, Pierre-Louis, que si on est dans une situation économique qui se maintient, alors évidemment, il y a un gros si, parce que personne arrive à faire des prévisions au-delà de 3 mois. Mais il y aurait un coup à jouer, et je pense que les constructeurs, ils commencent à s'en rendre compte, en 2027-2028, parce que là, le marché qui est comprimé, c'est comme un sort qu'on comprime, hein. Si la situation économique est pas mal, on peut avoir une demande de voitures suite au fait qu'on a eu pendant 10 ans un sous-marché qui peut être énorme en 2027-2028. Alors, si ça ne marche pas, on peut toujours s'effondrer, hein. Ça peut toujours aller plus mal. Mais si on est dans une perspective à peu près normale, on pourrait être très surpris. Et moi, je dis, on pourrait tout à fait avoir un marché à 2,3, 2,4, parce qu'on va devoir récupérer, on a perdu 2 millions de voitures en 4 ans, on continue encore à en perdre un petit peu par rapport à 2019, vous voyez. Donc, si on regarde la distance, il va manquer dans le parc combien? En 2027-28, il pourrait nous manquer 3 millions de voitures quelque part, vous voyez. Et voire peut-être plus si on met les éléments dont je vous ai parlé, évolution de la population, structure des ménages, mode de vie, ces éléments combinés peuvent en plus accroître la problématique. Et puis, élément d'offre, hein, parce qu'on dit on n'est pas sensible, mais on est sensible à ça tous, hein. On est sur un marché qui met 50 modèles neufs tous les ans, voire un peu plus, qui sont tous plus appétissants les uns que les autres. Ça nous travaille, hein, au bout d'un moment. Il y a aussi cet élément-là, hein, qui est là, hein, de se dire que je me projette dans une voiture qui me fait plaisir, et j'en ai marre de rouler sur un truc qui a 15 ans, quoi. C'est évident, hein. Donc, ces éléments-là, pris ensemble, pourraient, si les constructeurs européens restent sur leur ligne, ouvrir une brèche et donner une opportunité aux Chinois qui est énorme, hein. Les Chinois, on pourrait leur mettre 10% du marché dans 7-8 ans, que je ne serais pas étonné en Europe, si on ne réagit pas de notre côté. C'est-à-dire, en gros, entre 1,5 million et 2 millions de voitures. Peut-être, allez, entre 1 et 1,5 million de voitures abordables qui répondraient à la problématique si les constructeurs européens restent sur leur problématique de faire de la marge et pas du volume. Et ça, je vois bien dans tout ce que je peux lire là, que la réflexion elle est entamée chez plusieurs d'entre eux. Je pense qu'ils voient la chose arriver. Ça me rassure, je me dis que je ne suis pas tout seul. Sinon, c'est inquiétant. Je continue. Vas-y, vas-y. Si on regarde donc du coup, toujours sur le marché français, je repars. Les ventes par canal donc, de véhicules neufs, donc ce sont donc, vu qu'on est à plus 11,2, ce sont effectivement les loueurs qui ont, pour une fois, repris un peu de part de marché. Parce que je vous rappelle qu'on était un peu tombé des parts de marché assez faibles pour les loueurs. Donc là, ils représentent 11,5% de part de marché sur les 2 premiers mois, avec une hausse de 77%. Du côté des particuliers, on est en hausse par rapport à l'année dernière de 5,2%, mais on reste toujours en repli de 19,6% par rapport à 2019. Mais les parts de marché, donc du coup, sur le véhicule, sur le canal des particuliers est en hausse, donc il représente 46,5%. Du côté des entreprises, on est à 29%, donc on se maintient, même si effectivement, le marché ne progresse pas énormément. Et donc, celui qui perd le plus, ce sont les ventes tactiques, qui sont les ventes au garage et constructeurs, concessions, qu'on retrouve normalement du côté des véhicules d'occasion, pour les véhicules d'occasion récents. Si on regarde les ventes par canal des différentes marques, donc Peugeot sur le canal des particuliers et à la troisième place, c'est Dacia, donc, qui est à la première place sur le canal des particuliers, donc avec 22 000 ventes et en hausse de 11%. On voit que Dacia donc, représente 86% des parts de marché sur le canal des particuliers, le restant étant très minime pour les entreprises ou loueurs. Sur le canal des entreprises, c'est Peugeot donc, qui a la part de marché qui vend le plus de véhicules, donc avec 15 000 véhicules, même s'il est en baisse de moins 9%, alors qu'en général, Peugeot est toujours en hausse sur ce canal, donc, et représente donc 36% de ses ventes sur le canal des entreprises. On voit que Renault, lui, est en baisse sur les deux canaux, particuliers et entreprises.
On a Citroën qui est en hausse quand même sur le canal des particuliers, vu qu'il n'y avait pas forcément une très bonne performance. Je peux dire un truc là-dessus. Oui. Regardez, ces éléments qu'on a là, je trouve qu'ils alimentent exactement la réflexion qu'on vient d'avoir. Parce que quand vous regardez l'évolution du taux des particuliers, regardez, les particuliers, ils sont forts où? Soit sur des voitures ou des marques qui sont premium. Donc là, c'est une catégorie des particuliers qui soit les moyens. On sait que l'âge moyen d'acheteur de voiture est assez élevé. Si vous allez par exemple chez Mini, bah voilà, celui qui veut une Mini, c'est une voiture tout à fait particulière, c'est du véhicule premium. Il y a peu de modèles et ils ont un appel chez les particuliers. À l'opposé, les marques qui sont les plus généralistes, ce sont des marques généralistes mais qui tapent sur des prix très très compétitifs. C'est évidemment le cas des Chinois, c'est évidemment le cas d'Asia. On ne peut pas prendre Fiat trop en considération. Fiat, il est entre les deux parce qu'en modèle, il a plus qu'une 500 qui est à la fois entre la voiture iconique et la voiture électrique qui est plutôt bon marché, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'il est quand même tout à fait étonnant, et ça ouvre la brèche dont je viens de parler, que des marques comme Peugeot, comme Skoda, comme toute une série de marques, même comme Citroën, qui sont quand même des marques grand public, n'aient qu'un tiers de leur vente chez les particuliers. Donc là, on se dit que si ces marques-là, elles remettent des modèles qui correspondent quand même à leur image et à leur profil historique, ils en ont encore sous le pied. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ces marques-là, elles se sont en quelque sorte premiumisées en allant à l'encontre finalement d'une partie quand même de leur clientèle et de leur image historique, et que de ce fait, elles ont ouvert la porte aux autres marques. Et si elles ne réagissent pas, pour moi, ce n'est qu'un début. C'est-à-dire que demain, on va avoir un taux de marques, des marques comme MG qui se développent, vous voyez, qui sont à 80%, d'autres MG chinois, absolument, et d'autres marques qui vont continuer à aller chercher de la voiture chez les particuliers. Et c'est là où c'est complètement qu'il n'y ait que 22% peut-être de particuliers chez Cupra, qui est une marque un peu entre les deux, avec des véhicules plus chers. Bon, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, Seat, ils sont encore à 53. Donc, on voit qu'en fait, les marques qui ont un package prix relativement abordable, véhicules généralistes, grand public, elles ont un taux fort chez les particuliers. Ce qui est étonnant, c'est que des marques comme Citroën et Peugeot s'appuient là-dedans. Enfin, ça explique en fait le fait que Stellantis, comme l'a montré Clotilde tout à l'heure, ils font un tiers des ventes en moins par rapport à 2019, alors que si vous regardez les gammes, le nombre de marques, le nombre de modèles, il n'a pas baissé du tout. C'est simplement que les modèles, ils ont positionné plus haut. c'est ça. Mais ça peut changer comme politique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une politique de marge, du coup, ils préfèrent vendre aux entreprises. Ils préfèrent exactement vendre aux entreprises, faire de la marge, mais y compris des marques comme Nissan. Regardez Skoda. Skoda, c'était quand même la marque, au début, il y a de ça 20 ans, enfin, il y a 15-20 ans de ça, c'était le Dacia du groupe Volkswagen. Maintenant, une Skoda, c'est plus cher qu'une Volkswagen quasiment. Ils sont à parité de prix, il n'y a rien comme les modèles, quand on regarde, c'est quasiment pareil. Ils ont réussi à positionner Skoda comme une marque premium, notamment dans tous les pays d'Europe de l'Est, y compris en Allemagne. Bon, moi, je fais une présentation cet après-midi, je ne l'ai pas fait ce matin parce que c'est un peu trop tard, mais vous regardez, pour 10 Volkswagen de vendus, il y a 6 ou 6,5 Skoda quand même, en marque. Hein. C'est incroyable. Bon, donc vous voyez que là, il y a vraiment un positionnement du marché qui montre Moi, je vois ça comme il y a une forte demande potentielle des particuliers qui aujourd'hui n'est pas satisfaite, qui va vers de l'occasion chère. Mais je pense que celui qui demain arrive à mettre sur le marché un véhicule qui redevient celui dont on a parlé, il a un coup à faire. Et je suis certain que le marché, il regagne les pourcents qu'on a perdus malgré le contexte économique difficile. Parce qu'on est quand même, c'est quand même remarquable quand même de dire, il n'y a pas beaucoup de marchés en France où on fait sur des prix, sur plus 10%, sur des prix qu'on fait plus 15, quoi, plus 20 ou plus 30 depuis 3 ans. Et où c'est des prix qui sont quand même conséquents. Quand vous achetez une voiture, ça ne coûte quand même pas 3 000 €. Donc on voit bien qu'il y a une nécessité et qu'il y a malgré tout, malgré les choix économiques durs que les ménages doivent faire, il y a une appétence, il y a un besoin de voiture. Du coup, je passe sur le marché de l'occasion, donc qui est en hausse sur les 2 premiers mois 2024, donc plus 4,3% sur les 2 mois, avec donc un marché depuis le mois d'octobre qui repart à la hausse. Et si on regarde, effectivement, on avait d'habitude les véhicules de moins de 1 an qui étaient toujours en négatif. Et là, effectivement, vu que depuis des années, depuis 3 ans, cette partie est
est en baisse. Donc là, sur les 2 mois 2024 par rapport à 2023, il est en hausse de plus 7,2%. Mais si vous regardez donc, sur le camembert de droite, on voit que depuis, par rapport à 2019, donc les moins de 1 an sont toujours à moins 37%. Donc effectivement, comme on a vu tout à l'heure, les ventes tactiques sur le marché du neuf, qui est largement en baisse au niveau des ventes sur ce canal, on retrouve du coup un manque de stock pour le VO, et donc ce qui entraîne effectivement un marché pas très bon sur ces deux parties. À l'inverse, donc les 15 ans et plus sont toujours largement à la hausse, donc ils sont plus 5,2% depuis par rapport à 2023, mais depuis 3 ans, c'est le marché du VO qui me fonctionne le mieux, et donc on voit qu'on est à plus 50% par rapport à 2019. Donc plus presque une voiture sur deux en VO et à plus de 10 ans. Même si effectivement les marchés sont un peu à la baisse sur les 10-15 ans. 7% depuis 15 ans. 27% de part de marché. 27% de part de marché. C'est Là, énorme. c'est comme dans le parc. Là, quand on y réfléchit, il y a un potentiel de clients qui est énorme. Forcément. Il ne faudrait pas croire que les gens qui roulent avec des voitures de plus de 15 ans, par C'est plaisir. pas eux qui vont acheter les véhicules neufs. Ouais, Ah oui, ils n'ont pas le budget, même si les voitures, tu les dis, regarde l'évolution des prix des véhicules neufs. Donc, si tu regardes par rapport à 2019, où on était, donc la courbe vraiment tout en bas, le bleu foncé, regarde, donc même si effectivement là, on est resté stable par rapport à l'année dernière, on est quand même sur des indices de prix qui sont largement à la hausse, que ce soit pour les véhicules neufs ou pour les véhicules d'occasion. Donc, on peut pas, quoi. Non. Tant que les véhicules ne sont pas en baisse, enfin les prix, ça reste le problème. Et c'est pour ça que effectivement, si les véhicules chinois arrivent et on propose des prix beaucoup plus faibles, là, ils vont gagner des parts de marché. Je vous ai mis l'évolution du leasing des véhicules neufs et d'occasion. Donc, on voit que la part de marché des véhicules en leasing sont largement en hausse, donc depuis 2015. Pour les véhicules neufs, on est à 58% de part de marché. Pour les sociétés, on est à 86%. Et donc, je vous ai mis les ventes de leasing pour les véhicules d'occasion également. Donc, c'est Cways qui fait ça. Donc, au global, on est à 3,3% de voitures en leasing vendues sur les voitures d'occasion. Mais donc, les véhicules de moins de 1 an, c'est 32% qui partent en leasing. Et après, de 1 à 2 ans, 13%. Donc, on voit qu'il y a des véhicules, effectivement, d'occasion qui sont en leasing plusieurs fois, neufs, de 1 an, 2 ans. Donc, et on a les sociétés maintenant, en fait, qui se mettent de plus en plus sur les véhicules d'occasion également, et du coup, qui font grimper un peu le leasing, la part de marché du leasing sur les véhicules d'occasion. J'accélère un peu, mais on va passer donc sur les ventes de véhicules électrifiés. Donc là, c'est au niveau monde. Donc, vente de véhicules électrifiés, c'est 100% électrique, les BEV, et plus PHEV. Donc, c'est évidemment la Chine qui a vendu le plus de véhicules électrifiés en 2023, donc avec plus de 9 millions de véhicules. Ils sont à plus 38%. Et je vous ai mis donc quelques pays en comparaison. Donc, effectivement, en Europe, on est à 3 millions en 2023. Et aux USA, on voit quand même que même s'ils ont une hausse de plus 48%, on est quand même bien en dessous des autres marchés. On n'est même pas 1,5 million, donc même pas la moitié des véhicules électriques vendus aux États-Unis. Après, effectivement, on voit que là, depuis le début de l'année, Tesla fait des très bonnes performances aux États-Unis. Effectivement, peut-être qu'ils vont grignoter un peu de part de marché sur les véhicules thermiques, mais moi, aux USA, c'est pour l'instant pas trop dans la marche. Au niveau mondial, donc donc les véhicules électrifiés ont augmenté leur volume de 35%, donc sur un marché, je vous rappelle, qui était en hausse de 10%. Et on a donc sur les véhicules électrifiés, donc 70% qui sont des BEV
et seulement 30% des plugins hybrides. Si on regarde les classements par groupe, donc c'est en 2023 BYD qui était premier avec plus de 3 millions de véhicules vendus, mais c'était des véhicules électrifiés, donc BEV plus PHEV. Évidemment, si on regarde du côté des véhicules 100% électriques, c'est Tesla qui est en tête avec 1,8 million de véhicules vendus et qui représente du coup Tesla presque 20% des véhicules électriques vendus dans le monde. Donc, qui a vraiment la place du numéro 1 au niveau des véhicules 100% électriques. Et si on regarde la vente par modèle, d'ailleurs, Tesla a 2 véhicules sur le podium, avec BYD qui est en 2e position, mais qui vend principalement des PHEV. Après, oui, au niveau des véhicules électriques, effectivement, il faut bien qu'ils compensent le nom. Et donc, si on regarde, donc on a Volkswagen donc, qui est pas trop mal placé, Stellantis qui est seulement à la 6e place, BMW. Donc, on a quand même entre deux quand même pas mal de constructeurs chinois. Et pareil, au niveau des modèles, il faut attendre la 12e place pour avoir un véhicule européen, donc avec Volkswagen, l'ID4, et puis la 15e place pour l'ID3. Sinon, effectivement, on est avec la Tesla et BYD dans les classements en tête. Donc, si on regarde donc, le marché du véhicule électrifié en Europe, donc sur les 2 premiers mois 2024, comme on le disait tout à l'heure, en Allemagne, les ventes de BEV, même si c'est le premier marché européen avec 49 000 véhicules 100% électriques immatriculés sur les 2 premiers mois, on est en baisse de moins 1,3%, lié effectivement au fait que les subventions se sont arrêtées l'année dernière, en fin d'année, en Allemagne. À l'inverse, le PHEV, étonnamment, a repris, alors qu'il n'était pas forcément très élevé en Allemagne et était très en baisse en fin d'année dernière. Et donc, on est sur un véhicule électrifié, du coup, en Allemagne, plus 10%, avec une part de marché, donc, du coup, de 11,6% pour les BEV. En bleu, ce sont les parts de marché, oui, des véhicules 100% électriques. Au niveau de l'Europe, on est à 12,5%. Donc, on voit qu'effectivement, dans les pays du Nord, on a des parts de marché bien supérieures, avec en Norvège 90% de véhicules 100% électriques. La Suède, 28%. Les Pays-Bas aussi sont pas trop mal avec 26%. L'Allemagne et la France sont bien placés également. Et on a quand même les pays d'Europe même dans le top 5, donc en Espagne, avec 4,8% seulement de part de marché des véhicules 100% électriques, en Italie 2,8%. Donc, on voit qu'effectivement, les ventes de véhicules rechargeables dans ces pays où le réseau n'est pas forcément encore bien développé. On voit que les bornes de recharge ne sont pas bien mise ici et que du coup ça ne fonctionne pas. Et en Europe de l'Est, effectivement, on est loin de voir des véhicules thermiques disparaître en 2035 avec des parts de marché des véhicules 100% électriques vraiment très faibles. Comme Portugal et Roumanie. Ils dénotent dans leur revue. Le Portugal, oui, il y a toujours eu des bonnes parts de marché pour le Portugal. Et la Roumanie, ouais, on arrive quand même à 11,4%. Je ne sais pas dans le détail quel véhicule fonctionne le mieux en Roumanie. Mais pour les recharges. Portugal, ils ont un gros parc éolien. La pub. Je pense qu'ils ont. Ouais. Si on regarde donc un zoom sur la France, donc comme je vous disais, on est en hausse de 33% du véhicule électrique. Donc sur le canal des particuliers, on est à 45 sur les ventes aux particuliers.
On a 45 000 véhicules 100% électriques vendus. Chez les utilitaires, 3 800. Donc, ça a du mal à prendre. On est en hausse seulement de 3,3%. Pareil pour les véhicules hybrides rechargeables. On atteint 22 000 ventes sur les 2 premiers mois de l'année. Du côté des VUL, les hybrides rechargeables fonctionnent pas du tout, on va dire, mais on obtient du coup des véhicules, une part de marché des véhicules rechargeables, donc sur le VP à 25,7%. Et on remarque effectivement toujours que le diesel représente plus que 8% de part de marché, toujours en baisse de moins 27,2%. Là, je vous ai mis l'infrastructure de recharge qui continue de progresser en France, même si ce n'est pas forcément encore avec des bornes très élevées. Et juste pour finir, je voulais vous mettre ce petit tableau que j'aime bien, où on voit l'évolution des véhicules électriques par rapport aux véhicules. Donc, sur les colonnes de gauche, vous avez les ventes de véhicules électriques par marque. Au milieu, vous avez les ventes de véhicules au total particuliers vendus pour chaque marque. Et donc, la part de marché de l'électrique pour chaque marque. Donc, Peugeot qui a bien progressé et qui a profité également, je pense, un peu du leasing social. Et donc, du coup, qui est en hausse de ses ventes d'électrique à plus 77%. Donc, il est devant Tesla. Et a une part de marché, du coup, de véhicules électriques, 100% électriques, qui est passée en 2023 de 11% à 18%. À l'inverse, Renault, qui est à moins 6% sur ses ventes de véhicules électriques, voit sa part de marché baisser un peu, de part de marché de véhicules électriques. L'effet Zoé, la Zoé qui est un peu vieille, oui, effectivement, elle n'est plus trop dans les... Je voulais vous demander, par rapport au diesel, là, tout à l'heure, on a vu que ça baisse beaucoup. Est-ce qu'on a une projection de la mort du diesel à quel horizon et à quel horizon? Bah, nous, on est parti du principe qu'on perdait un point de part de marché chaque année, quoi, jusqu'en 2030. C'est-à-dire, on est à 10, on finit à 3, quoi, D'accord. à ISO périmètre. Alors là, vous parlez au niveau européen ou France. France. Européen, Et- c'est un peu différent. Oui, parce qu'en Europe, par exemple, en Allemagne, les ventes de diesel ont augmenté en début d'année. Ah. Effectivement, les ventes de Les véhicules Allemands, électriques ont ils nous ont baissé. tué notre business diesel et eux, ils continuent à les vendre, quoi. C'est Exactement. incroyable. Ils ont baissé leur vente de véhicules électriques et ils ont augmenté leur vente de véhicules diesel, mais juste sur les 2 mois après. Parce que Oui, mais là, tu poses la question de la fin des bonus en Allemagne, le fait qui ont Oui, été c'est assez ça. fortes. Et puis après, pour la France, bon, on ne se rend pas très bien compte. Bon, on a parlé du leasing social, mais le bonus pour les entreprises, il n'y en a plus. Mm. Oui. Et puis, qu'est-ce qui va se passer cette année dans le contexte de grave disette budgétaire de l'État où les sommes prévues pour le bonus sont déjà très largement entamées. Et sur le bonus des particuliers, est-ce que ça va pouvoir continuer jusqu'à la fin de l'année comme ça? Enfin, l'orientation est clairement, évidemment que non. Enfin, il y aura des choix à faire, c'est évident. Moi, je ne projetterai Qui pas que ça termine. impacteront la part de l'électrique, un peu comme Ah oui, 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 tout à fait. on le voit en Allemagne aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Et voilà. Et donc, du coup, si je continue, Dacia, j'arrête, j'ai fini. Dacia est en baisse sur ses véhicules électriques, donc moins 43%. Et donc, on voit qu'effectivement, la part de marché des véhicules électriques par rapport à leur vente est passée de 20% à 11%. Volvo est réalise une bonne performance, mais puisque de toute façon, ils veulent électrifier totalement leur gamme d'ici 2026. Donc, on voit qu'ils sont bien partis pour. Ça arrive à 60%. Donc, je vous laisserai regarder ce tableau en détail. Là, je vous ai mis les principaux modèles électrifiés. Juste, effectivement, on voit que la Peugeot 208
est toujours en tête. Et juste petite remarque, les 5 premiers modèles représentaient l'année dernière, en 2023, 46% des ventes de véhicules électriques, et on n'a plus que 31% sur les 5 premiers modèles. Donc on voit très bien que la gamme s'élargit et qu'on a de plus en plus de choix. Et donc, ils sont plus faibles pour les plus gros. Voilà, moi j'ai fini. Je vais laisser. Il y a peut-être des éléments que tu n'as pas présentés, mais qui trouveront dans la présentation. Parce que je sais qu'il y a toujours des slides sur les bornes, ce genre de choses. Oui. Voilà, Ouais. qui sont mises à jour, donc vous les aurez.